Un débat ouvert avec mes invités. Je le disais, il est toujours en garde à vue à l'heure qu'il est. Je veux bien sûr parler de cet Afghan d'une trentaine d'années qui s'en est pris à des passants avec des couteaux à Villeurbanne. C'était samedi. Un jeune homme de 19 ans a perdu la vie. Certains blessés sont toujours hospitalisés. Et ce qui retient l'attention pour le moment, c'est le profil et le parcours de l'agresseur, décrit comme psychotique, consommateur de stupéfiants. Il est réfugié. Nathalie Arthaud, cet Afghan n'avait pas sa place en France, comme le dit François Goulard. Votre interprétation du droit d'asile me paraît vraiment étrange. Donc quelqu'un qui est malade n'aurait pas accès à l'asile. Enfin bon, moi je suis écœurée par cette réaction effectivement du Rassemblement national, de la droite, qui s'en sert pour encore une fois distiller sa petite musique consistant à dire que finalement les migrants égale danger, égale menace. Voilà, c'est écœurant. En réalité, encore une fois, l'immigration là est pris comme, et les immigrés sont pris comme des boucs émissaires. Et c'est toujours le même système. Ils s'emparent comme ça d'un fait pour attiser les peurs. Mais la réalité, c'est que derrière cette question-là, on cache les véritables responsables de la situation dans le pays, les responsables du chômage, les responsables du bas salaire, les responsables du recul des conditions de vie. Et les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser, à tomber. C'est un piège. Je vous donne la parole dans un instant, Nathalie Arthaud. Argument d'Éric Ciotti, député des Républicains. Vont faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus parce qu'ils sont la conséquence d'une lente dérive où notre société, notre pays s'est quelque part désarmé face à ce type de situation, face à la montée de l'islamisme, parce qu'on nous dit que ça n'a rien à voir avec le terrorisme, mais il y a quand même une référence religieuse. Qu'est-ce que vous diriez à Éric Ciotti, Nathalie Arthaud, s'il était face à vous? C'est l'amalgame, c'est la généralisation, c'est toujours le même système, encore une fois. C'est haro contre les migrants en général, et les migrants, et y compris haro contre les musulmans. Il y a tout ça derrière. Donc effectivement, c'est écœurant. Maintenant, si on regarde précisément, et si on s'intéresse au parcours de ce jeune qui a 30 ans, quand même, oui, une trentaine d'années. Je crois, une trentaine d'années, on est frappé. D'abord, il est afghan. En Afghanistan, tous les jours, il y a des attentats, il y a des bombes. Aujourd'hui, en Afghanistan, la vie n'est pas possible. Pour des milliers et des milliers de femmes et d'hommes. Et ils sont forcés. Non mais attendez, ils sont forcés on va accueillir tous les Afghans premièrement. en France. Deuxièmement, ce que je suis frappé d'autre chose, c'est que pendant 10 ans, ce jeune a été dans l'errance. Dans l'errance, pourquoi? Parce que ces femmes et ces hommes qui fuient les guerres, qui fuient les bombes, qui fuient la misère, eh bien en réalité, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont rejetés, ils sont pourchassés, ils sont persécutés, y compris quand ils arrivent à mettre le pied en Europe, y compris quand ils mettent le pied en France, au lieu d'être véritablement, effectivement, mis en protégés, au lieu de trouver un endroit où enfin ils peuvent vivre en sécurité, recommencer leur vie. Si il y a un danger dans cette histoire-là, c'est d'abord et avant tout le danger que courent ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont forcés de quitter leur pays et qui risquent leur peau. C'est ça la réalité. Et inverser la situation, comme y compris le font tous ceux qui rejettent l'immigration en général et qui la rendent coupable de tout ce qui nous tombe dessus, sont des ennemis des travailleurs, parce qu'encore une fois, ça divise, y compris le monde du travail, tout ça. Au lieu de s'attaquer aux véritables responsables, on monte les pauvres contre d'autres pauvres. Des pauvres contre des plus pauvres. À défaut d'en apprendre sur le fond, on en apprend tous les jours un peu plus sur la forme, les retraites, une affaire de méthodologie, de méthode. Je vous donne la parole, Nathalie Arthaud, dans un instant. J'aimerais qu'on écoute aussi le leader de la CFDT ce matin, Laurent Berger. Le dialogue, c'est bien beau, mais à un moment, il faut aussi un peu de clarté sur les règles du jeu. C'est un peu ce qu'il réclame. Il va falloir éclaircir un peu comment tout ça va se passer, et c'est l'objet de la discussion qu'on va avoir avec le Premier ministre cette semaine. Parce que la semaine dernière, il y a quand même 4 ou 5 ministres qui se sont exprimés, différents, qui se sont exprimés sur la question des retraites. Il y a eu cette intervention du président de la République. On ne sait pas trop si le calendrier, c'est une année ou quelques mois. Bon, quand c'est flou, il y a un loup, disait une certaine Martine Aubry. Est-ce que vous estimez que c'est flou, c'est ce grand évident débat sur les retraites? En tout cas, le patron de la CFDT est prêt à signer encore une fois un recul. Voilà, encore une fois un recul, parce que c'est une évidence qu'il n'y a pas de virage social. Bien sûr que non. Emmanuel Macron va continuer dans sa politique anti-ouvrière, et cette réforme des retraites, que ce soit par l'âge pivot ou par l'augmentation de la durée de cotisation, de toute façon, elle va imposer aux salariés de travailler plus longtemps. Et ceux qui n'y arriveront pas, eh bien, ils toucheront une retraite
amputée, une plus petite retraite. Voilà ce qui nous pend au nez aujourd'hui. Maintenant, ce qui est notable, c'est que le gouvernement, effectivement, Emmanuel Macron et tout son gouvernement montrent de la prudence. Là, cherche à effectivement... avec cette histoire de grand débat, de négociations, etc., à faire passer la pilule, finalement. À gagner du temps, c'est ça que vous dites ? À gagner du temps et puis à essayer d'enrober. Voilà, ils veulent essayer d'enrober de façon à ce que cette attaque passe, encore une fois, plus facilement. Voilà. Mais ça, c'est le boulot de tous les gouvernements. D'ailleurs, c'est ce que M. Moscovici expliquait. Son boulot, c'est de faire passer les choses en douceur. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que ça restera une attaque. Et ce qui est notable, c'est qu'il y a une prudence. Cette prudence, elle vient du fait que le gouvernement sait qu'il y a de la colère dans le pays, et il sait qu'elle peut éclater avec les gilets jaunes, qu'elle peut surprendre, qu'elle peut être longue, qu'elle peut être déterminée, etc. Et cela veut dire que le gouvernement craint les travailleurs, craint le monde du travail, craint les classes populaires. Eh bien, c'est une bonne chose qu'ils les craignent. Et il va peut-être les écouter aussi, ces classes populaires, s'il les craint. Précisément, Quand on craint, on si le discute pas. gouvernement craint les classes populaires, craint l'expression de cette colère, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'organiser, il faut dire notre opposition, il faut se mobiliser, tout simplement. Il y a des mouvements qui sont prévus, c'est en se mobilisant. Et c'est très important parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien de pire que de se taire, que de ne rien faire quand on est attaqué, précisément. Donc, il faut que, sur cette réforme des retraites, mais sur tous les reculs, que ce soit sur les services publics, sur les hôpitaux, que cette opposition, elle s'exprime. Parce que c'est cela, effectivement, qui pourra peut-être Et vous seriez stopper prête à participer, Macron. vous-même, individuellement, à un grand débat sur les retraites ? Mais il n'y aura pas... Mais attendez, un débat... on obtiendra des choses si on se mobilise. C'est une question de rapport de force. Mais... Le débat, pas certain que ça fait sa preuve jusqu'à maintenant. Si vous êtes à l'éducation nationale ou dans une collectivité locale comme une mairie ou un département, la manière de partir à la retraite n'est pas la même. Vous avouerez franchement, mais vous allez les faire incompréhensible. À la baisse. Mais pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas, la discussion n'a pas commencé. En comptabilisant cette retraite sur toutes les années cotisées tout au long de la vie professionnelle, et pas sur les 25 meilleures années, et pas sur les 6 derniers mois, pour la fonction publique, vous allez mécaniquement baisser les retraites. Et les baisser de façon considérable, de 20%, de 30% dans la fonction publique. C'est ça qui va se passer. Préjugés de ce que vont dire les Français. Alors même que les retraites sont déjà trop basses. Les retraites sont déjà trop basses. On a dit beaucoup, notre démocratie, elle est trop verticale. Ça s'horizontalise, si je peux me permettre. Non, mais c'est un alibi, c'est une façon d'enrober les choses. Mais bien sûr que le gouvernement, à l'issue de cette négociation, ne va pas nous annoncer qu'il a décidé de faire payer les grands groupes capitalistes, de faire payer les grandes fortunes pour que les retraites puissent être sauvegardées. Il nous annoncera jamais ça. Parce que ce gouvernement ne veut pas faire payer justement ceux qui ont de l'argent dans notre société. Bien sûr qu'on a les moyens de payer les retraites, bien sûr qu'il y a de l'argent, bien sûr qu'on a les moyens de faire que les urgences fonctionnent, que les hôpitaux fonctionnent, que les écoles emploient le personnel nécessaire. On a les moyens, l'argent existe, mais il y a un manque de volonté. Ce gouvernement ne veut pas prendre l'argent là où il est. Et il est effectivement dans ses dividendes, il est dans ses grandes fortunes, et il faudrait le prendre. C'est tout le contraire qui est fait. Regardez pourquoi il y a cette menace du trou sur les retraites. C'est parce qu'il y a des baisses des cadeaux de cotisation en permanence. C'est parce qu'il y a ce chômage de masse, parce qu'on accepte aussi les inégalités salariales. C'est pour toutes ces raisons. S'il n'y avait pas effectivement cette rapacité d'une minorité à un pôle, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Donc le gouvernement, clairement, il est dans ce camp-là. Dans ce camp des privilégiés, des capitalistes, et pas dans le camp du monde du travail. Mais de faire une réponse sociale, le monde du travail, pour défendre ses intérêts, encore une fois, il va falloir qu'il s'invite dans le débat, et pas qu'autour de la table, mais dans la rue, dans les grèves. Alors qu'il est en toute logique, tout le monde est à la cantine en cette rentrée pour plus de 12 millions d'élèves. Et parmi les nouveautés nombreuses cette année pour vos enfants et petits-enfants qui sont à l'école, au collège ou au lycée, il y a la présence de drapeaux français et européens, ainsi que les paroles de la Marseillaise qui doivent être là encore présentes dans chaque classe. Il y en aura dans vos classes des drapeaux, Nathalie Arthaud, puisque vous êtes également enseignante. Il ne m'a pas semblé qu'il y ait eu de changement. Non, je ne crois pas qu'il soit installé. En tout cas, moi, franchement, ça me fait sourire cette histoire.
Alors, on aura peut-être des drapeaux, mais il n'y aura pas d'enseignants dans toutes les classes. Il n'y aura pas d'informatique pour faire l'appel. Parfois, dans certaines salles, il manquera des chaises et des tables. Mais super, il y aura des drapeaux, un drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau européen. Non, franchement, c'est ridicule. Hein. Moi, je trouve ça ridicule. L'école ne défend pas les valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté en mettant un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pas vrai. Hein, elle défend ces valeurs-là quand effectivement elle prend soin de chaque jeune, de chaque enfant, quand elle en prend véritablement soin. C'est-à-dire quand elle en a les moyens, pas quand on travaille à 30 ou à 35, ce qui se passe de plus en plus maintenant hein, dans les collèges et dans les lycées, hein, parce que, y compris dans cette situation-là, moi je peux vous garantir que sur 35 élèves, eh bien, il y en a 10 hein, qui, s'ils sont en difficulté, eh bien, ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. On n'a pas les moyens, en réalité, d'aller les tirer, d'aller les prendre là où ils sont. Et moi, je suis frappée de voir M. Blanquer expliquer que comme on a dédoublé les CP et les CE1 en REP, et en tout cas pas dans toutes les REP, parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est même pas le cas. Ce sont les zones d'éducation prioritaire, les REP. Eh bien, pour cette raison-là, on n'augmentera pas les profs et on n'embauchera pas. Et donc, les effectifs par classe, partout ailleurs, vont augmenter. Voilà, eh bien, c'est indigne. Il y a des augmentations qui sont prévues pour les profs, pour être tout à fait prévues. Mais attendez, non, mais moi, les enseignants dont on parle, j'appelle pas ça une augmentation, franchement. Non, moi, je crois que l'éducation, elle est à l'image de toute la société. Ça va très mal, parce qu'encore une fois... C'est pas des drapeaux qui vont régler les choses, non, j'ai bien compris ce que vous nous dites. Dans cette société, pour tout ce qui est essentiel à la population, l'éducation, la santé, les retraites, etc., comme par hasard, il n'y a pas d'argent. Alors, il y en a pour une minorité. J'ai entendu cet été qu'on ouvrait des places d'hôtels, des suites d'hôtels, hein, dans les hôtels de luxe, à 25 000 € la nuit. Oui. Hein, mais apparemment, il y a de l'argent. C'est pas un service public. J'aimerais vous entendre sur ce qui s'est passé hier après-midi dans une piscine parisienne. Un épisode parmi beaucoup d'autres. Une quinzaine de femmes ont provoqué la fermeture de la piscine après s'être baignées en burkini pour protester contre l'interdiction de ce maillot de bain controversé. Nathalie Arthaud, vous partagez le constat sur ce plateau, une provocation, ce à quoi on assiste dans cette piscine parisienne, mais on a vu d'autres images, je pense à Grenoble encore récemment. C'est clairement une opération politique des intégristes, oui. Et moi, ma solidarité, elle va au contraire à toutes ces femmes qui se battent pour se libérer de ce voile, de cette burqa et de ces pressions qui effectivement enferment les femmes et qui se battent dans plein de pays dans le monde, mais qui se battent aussi ici, dans nos quartiers. Ma solidarité, elle va à celle-là. Et c'est vrai que, au nom de quoi ces femmes parlent... elle parle au nom de toutes les femmes musulmanes. Mais de quel droit ? De quel droit ? Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui ne voient pas de problème et d'incompatibilité, de contradiction entre leur religion et le port du maillot de bain. Donc, non, tout ça, c'est assez frappant parce que, en plus, elles le font au nom de la tolérance, au nom de la liberté, alors que ces idées-là, elles enferment les femmes et elles les infériorisent, effectivement, elles les soumettent.